Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, je vais vous proposer non pas un épisode rencontre avec, puisque si vous écoutez tous les épisodes, vous connaissez déjà les deux intervenants du jour. Bon, le premier c'est Louis. Bonjour, tu m'entends bien Alex, c'est bon? Oui, Louis de la brasserie Monthardy qui... Celui, ça même. La caution blague de l'épisode. Non, c'est faux. On vient de manger, je suis un peu aujourd'hui. fatigué. Hein. Et en face, si vous avez vraiment bien écouté tous les épisodes, vous vous souviendrez de lui, c'est Matt de la brasserie Artisanale. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Bonjour Matt. Alors du coup, si je fais venir deux intervenants que vous connaissez déjà, c'est pas pour parler de leur brasserie respective. Bon, on peut. Alors, Monthardy, on en a pas parlé, mais je pense que si je fais un épisode sur Monthardy, on va me tomber Scandale. dessus. Ouais. Ouais. C'est trop facile. Là, on l'a vendu, là. Donc, on va pas faire ça. En revanche... Alors qu'on paierait même pas pour le faire. En revanche, si vous avez bien écouté le dernier épisode avec Yaki Machif, vous allez retrouver un petit peu des similitudes. On va un peu faire écho à cet épisode sur aujourd'hui, puisque le but était de faire une sorte de petit échange sous forme de débat avec Matt et Louis, puisqu'ils ont une vision assez opposée sur un sujet. Oui, sur un sujet. Attends, sujet en particulier. moi, ça me tend tout de suite là. Ils ont beaucoup de points communs, mais pas celui-là. Ce point, c'est, on va dire, tout ce qui est nouvelles technologies dans les matières premières brassicoles. Parce que pas forcément les nouvelles technologies brassicoles, puisque ça, tout le monde utilise des outils de plus en plus pointus. Ouais. Par contre, on va parler de ce que j'appelle les nouvelles technologies dans les matières premières. C'est notamment chez Yakima récemment, et on en a parlé dans l'épisode du coup, le dernier épisode, les Hyperboost, les Dynaboost et ce genre de choses. Et il y a un mot dans le lexique américain ou anglo-saxon qui s'appelle les flowables. Et les flowables, d'accord. Donc les flowables, ce sont ces houblons liquides, ces extractions. Les liquidables en français, du coup. Ouais. Ah oui, ok. Voilà, et donc c'est un mot qui explique un petit peu cette vision du houblon qui est plus sous forme de pellet ou de pellet concentré, mais qui est sous forme liquide et qui justement exprime un petit peu ce nouveau concept, ces nouvelles technologies en termes de process de la fabrication. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, on n'est pas autour d'une table, mais dans un ring. C'est ça. Non, disclaimer quand même. Attention. Chacun fait ce qu'il veut avec sa bière. Chacun met ce qu'il veut dans sa bière. Dans mon coin droite, j'aurai Louis, maître brasseur de Monthardy, que je qualifierais plutôt de sceptique quant aux innovations. Ah, ça me va. Sceptique, ça me va. Innovations récentes. C'est pas le bon mot, mais concernant les matières premières. Ouais. Conservateur, peut-être. Voilà, conservateur traditionnel. Ouais. Et encore. Hein. Très à droite. Très à ma droite, du coup, pardon. Oh là, fais gaffe. Attention à ce que tu vas dire. Je voulais justement dire dans l'intro, le but n'est pas de faire un débat politique. Hein. On n'est pas, c'est pas Mélenchon contre Le Pen. Et même si t'es très conservateur. Globalement, on est tous d'accord pour dire que chacun fait ce qu'il veut de toute façon. Donc la bière est bonne. Voilà, c'est ça. C'est juste que toi, le liquide, tu le veux pas dans ta bière à toi. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, dans l'angle opposé, Matt, cofondateur de la brasserie Artisanale Brewing. Et pour remettre un peu aussi dans le contexte, puisqu'on en parlait dans le dernier épisode avec Yakima, tu es le seul membre, en tout cas la seule brasserie française, membre du programme FWD de Yaki Machif, qui donc permet aux brasseries de tester en avant-première des produits justement brassicoles innovants, là pour le coup issus du houblon, de la transformation du houblon. Et on va d'ailleurs en parler puisqu'on a une bière de ta production récente avec du Hyperboost. C'est ça, oui, de l'Hyperboost. Ouais. Donc à la manière d'un débat politique, pas politique. Je vais moi avoir plus un rôle ici de chef d'orchestre, de médiateur. Oh non, moi mon but c'est vraiment que vous me mettiez sur la gueule. Non, je vais avoir un rôle, pour plutôt vous orienter dans le débat, et essayer d'aller chercher différents sujets. Ouais. Et en fait, ça vient aussi du fait que j'ai eu souvent des retours d'auditeurs qui me disent tes podcasts ils sont super cool, j'adore quand on a une thématique qui est creusée et compagnie, mais ça manque en général un peu de quelqu'un en face avec un avis un peu divergent pour donner un peu plus de profondeur. Donc tu es ma caution profondeur aujourd'hui, Louis. Oui, ou Matt, parce que du coup, on va parler l'un et l'autre. Le sujet étant un peu de parler de ces nouvelles technologies, tu es l'opposant. Tu es l'opposant politique. Radical, conservateur. J'ai bien compris. T'es à ma droite. À sa droite, oui. Ah oui, pardon. À droite, je sais pas, mais à ma droite. Oui, ça c'est sûr. Du coup, je vais commencer très simple et très cash.
selon vous, et prendra la parole en premier qui le voudra, qu'est-ce qui relève de l'acceptable ou pas dans la production d'une bière craft? Est-ce que on peut peut-être définir... Ah non, tu l'as fait avec Yakima, du coup, définir ce que c'était les extraits ou si vous ne savez pas, vous faites pause, vous écoutez l'épisode d'avant. Ouais, voilà. Non, mais après, oui, ils ont peut-être été assez vagues. Parce que Matt, ça très à même d'en parler, voilà, du coup, parce que c'est en effet... En deux mots, le donc, fameux flowable, pour reprendre le mot anglais, c'est une sursaturation de CO2. Donc, le CO2, quand il est sous très haute pression, est sous forme liquide. Et en fait, ils font passer dans une chambre ce CO2 liquide, donc d'une chambre à une autre, en traversant le pellet. Et cette extraction se fait. Et donc, on laisse en fait quasiment toute la matière végétale derrière pour extraire les huiles aromatiques, les alpha-acides. C'est une extraction pure et dure. Une extraction pure et dure. Tout à fait. Et donc nous, on a été donc contactés maintenant il y a un peu plus d'un an, comme une majorité des brasseries en France, je pense, pour essayer de rentrer dans le programme. Il y avait des éléments qui étaient un petit peu sine qua non pour pouvoir rentrer, sur les technologies, sur les process, sur les tailles de brassage, etc. On a mis notre nom dans le chapeau, puisque pour nous, l'innovation est vraiment à part entière notre ADN. On aime beaucoup innover, que ce soit avec des matières premières, avec des process, avec beaucoup de choses. Et donc, on a eu la bonne surprise d'avoir pu répondre favorablement à cette demande et d'être donc la seule, c'était pas forcément initialement prévu, mais brasserie française à représenter le programme FWD, qui est donc un acronyme pour Forward ou en avance. Hein, voilà, on traduit un petit peu quand même. À l'opposé de je recule. Voilà. et donc, ce programme FWD nous permet non seulement de mettre nos mains sur des houblons qui vont peut-être ou peut-être pas sortir un jour. Ça passe aussi par de l'expérimental sur des variétés. Oui, c'est pas que de l'extrait. Oui. C'est pas que de l'extrait, oui. Oui, c'est-à-dire que quand il y a un HBC qui arrive un peu sur le mass market pour que tout le monde puisse le tester, il passe en avant, chez les personnes dans le programme. Et même la toute première année, il n'y a qu'une brasserie dans le monde qui est sélectionnée, généralement sur la côte ouest des États-Unis. Et au fur et à mesure où le développement progresse et les Yakima Chief Ranch et donc le programme HBC, qui est l'association de Bartas et de Yakima Chief Ranch, qui peuvent être deux concurrents sur le marché, l'innovation est retrouvée. Et donc voilà. Donc nous, le premier houblon, donc qui était le 701 à l'époque, qui est devenu le DynaBoost, et donc l'HyperBoost, qui était le concentré plus fort, qui a un taux qui propose de 1% en termes de réduction de masse pour le volume. Et donc, on a beaucoup échangé. Et donc, on a non seulement accès, ce que je disais, c'est on a non seulement accès à la matière première, mais on a aussi accès à toute une librairie d'informations, des recherches, des documentations, un lien direct avec la recherche et développement aux États-Unis. On peut poser les questions et on a en fait quasiment une fenêtre qui nous permet de voir à 5-7 ans au-delà du marché français aujourd'hui. Parce que ça, on évoquait dans le podcast avec Yakima sur le développement de nouvelles variétés et du coup aussi de nouveaux process de cette manière-là. Oui. C'est des choses qui se font sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Oui. C'est la vision très long terme et il y a vraiment une recherche et développement qui se construit comme tu dis, en long terme. Donc, d'où l'intérêt d'avoir ce programme FWD, en fait, qui est un peu le premier filtre auprès du grand public, après, du coup, le passage, comme il y a eu avec YCH 701 et 702, je crois, qui sont du coup ensuite devenus en version commerciale, DynaBoost et HyperBoost. Et d'ailleurs, je reviens un peu là-dessus parce que je pense qu'il y a quelques consommateurs qui, comme c'est pas non plus des choses qui sont très claires et limpides aux yeux du grand public, HyperBoost et DynaBoost sont des deux technologies, on va dire, différentes de ces extractions. C'est pas des variétés de houblon. Il existe du HyperBoost Citra, du HyperBoost Mosaïque et ainsi de suite. Il y a plusieurs variétés de houblon qui sont travaillées sous forme d'HyperBoost et de DynaBoost. C'est ça. C'est comme un format de pellet. C'est soit tu pelletis, soit tu fais du DynaBoost. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc du coup, maintenant, je reviens à, selon vous,
qu'est-ce qui relève de l'acceptable ou pas dans la production d'une bière craft? Là, on parle de ces technologies-là, mais ça peut être beaucoup plus global. Bah oui. Parce que il y a aussi des technologies, il y a la pasteurisation, ce genre de choses, l'utilisation d'extraits de malt et ainsi de suite. Et tu précises craft quand même, parce que globalement, pour moi, dans la bière, tant que tu mets en danger personne, fais ce que tu veux. En France, à partir du moment où tu respectes ce que dit la loi pour être une bière, t'es une bière, on s'en fout. Mais là, je parle de craft, parce qu'on peut en revenir à notre débat craft ou pas craft. Ça aussi. Oui, c'est ça. Là, tu rouvres un... En fait, pour répondre, moi, je pense pas qu'il y ait de limite dans la craft. Et justement, c'est peut-être ce qui définit la craft, c'est qu'une craft, tu mets dans ta bière ce que tu veux, ce que tu peux, tant que tu amènes une valeur ajoutée à ton produit fini en termes gustatifs, en termes qualitatifs. Toi, ton rôle, c'est pas d'aller dans ce sens, hein, attention. Oui, mais je pense que globalement, on va être tout d'accord tout le temps, jusqu'au dernier moment où on ne sera plus d'accord. Oui. Non mais que ce soit des becs, que ce soit des poivres, que ce soit des fleurs, ce soit... Ça, on le voit un peu partout. C'est ça, la norme. Et là, en fait, c'est un houblon. C'est juste une façon de travailler le houblon différemment en amont pour amener des choses en plus ou en moins, justement, et on en reparlera après, sur la bière. Et donc, moi, je pense pas qu'il faille mettre de limite sur ce qui peut être utilisé dans une craft ou pas craft. Donc, nos limites. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la craft, exactement. Tu vois, genre, tu peux mettre ce que tu veux dans ta bière, tant que c'est pas dissimulé déjà. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Oui, je t'ai mis beaucoup d'un IS à 10 degrés, d'accord. Et alors, est-ce que c'est vraiment grave? Pour moi, tant que c'est pas dissimulé... Parce qu'il y a ça. Si c'est dissimulé, déjà, c'est pas bon signe. Mais après, tant que c'est assumé... Ok, bon bah, c'est ce que tu veux. Je vais juste revenir quand même sur des choses qui se disaient encore beaucoup, je trouve, il y a quelques années, 4-5 ans, peut-être quand la craft était encore un peu, alors pas forcément dans ses balbutiements, mais dans le début de sa structuration en France, on voyait quand même encore beaucoup, alors soit de brasseurs ou même de consommateurs, avoir cet avis à se trancher, de dire, dans la craft, il n'y a pas de place pour les extraits, il n'y a pas de place pour les arômes, il faut que ça soit du naturel, du produit, limite considéré comme plus noble. Et qu'est-ce qui fait en fait que maintenant on considère que un extrait de type Dynaboost ou Hyperboost est plus acceptable qu'un extrait comme l'utilisent les industriels à grande échelle? Je pense que... Est-ce que tu te verrais utiliser dans une de tes bières l'extrait de houblon utilisé par, je sais pas, Heineken ou Carlsberg ou je ne sais pas quel industriel là, Alors je pense, si ça remplace pas, je pense qu'il y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup de brasseries industrielles. Par exemple, il y a beaucoup de brasseries industrielles qui utilisent des extraits de malt. Oui, voilà. Moi, et on va revenir dessus. Il y en a du langage, d'ailleurs. C'est pas de l'extrait purement. Oui. C'est de la réduction. Mais réduction. Je pense pas que l'extrait doublon, un jour, va remplacer le houblon. Donc, si tu l'utilises en plus en tant qu'un outil. Voilà. C'est quelque chose qui va te permettre d'avoir un panel, d'avoir une variété qui soit beaucoup plus large. Donc si demain on me dit Matt, écoute, tu n'utilises plus du tout de malt d'orge, mais tu n'utilises que de l'extrait, là je pense que ça va être rédhibitoire. Mais si pour quelle raison? Parce que c'est moins cher, là c'est encore pire. Voilà, oui. Plein dans le pas bon là. Mais si on me dit, écoute Matt, tu as une densité avant fermentation qui est un chouïa trop court, tu peux ne pas dénaturaliser... dénaturer la bière. Ah oui, okay. En mettant un peu d'extrait, et tu vas arriver quand même à ton produit fini que tu veux. D'ailleurs, c'est fait par énormément de brasseries de corriger leur densité avec de l'extrait de malt. Il n'y a pas de stress à ça, tu vois. Donc, tu vois, je pense pas que tant que ça prenne pas la place d'autre chose, et que ce soit un complément ou que ce soit pour te ramener le plus près possible de la vision de la bière que tu veux avoir, je pense pas que ce soit un problème. Donc, un fabricant d'arômes naturels qui vient et qui te dit pourquoi tu utilises de la purée de framboise dans ta bière alors que tu pourrais utiliser de l'arôme naturel de framboise. Au final, tu auras moins de frein, tu auras plus de rendement. Mais là, c'est le grand remplacement. Là, c'est un remplacement. Là, si tu fais ça, là, c'est remplacement 100%. Et là, t'es pile poil dans ce qu'on va dire, ce qui va pas du tout. Ou alors, en complément, pour booster l'aromatique. Moi, là, on commencerait à rentrer dans un truc... Mais parce que je crois que je suis fâché contre les arômes de fruits. Mais parce que c'est pas un arôme, c'est pas un extrait. Il faut différencier les deux mots. C'est pas la même chose. Un extrait, c'est... naturel, t'as des arômes artificiels. J'ai précisé l'arôme naturel, déjà. Pour moi, c'est que t'as loupé ta bière, quand même, déjà. Si tu dois compenser avec de l'extrait de fruits... T'as bien foiré quand même. Là. Après, mais t'as le droit de foirer tes bières. C'est une qualité même pour certains. Oui, exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis, je fais une bière à la framboise, j'ai pas mis assez de framboise. Et au lieu de racheter de la framboise et de remettre de la framboise, je vais acheter de l'extrait pour en remettre dedans. Alors que t'as l'occasion d'acheter de la purée de framboise que t'as déjà mis en fait. C'est quand même bizarre comme réflexion. Oui, mais
la loi française n'impose-t-elle pas d'avoir maximum 10% de fruits dans ta bière? Bah là, oui. Donc comment tu fais si t'as déjà mis tes 10% de framboise et que ça goûte pas assez la framboise? Tu fais plus une bière. Bah, t'enlèves le mot bière, sur ça. Voilà. Globalement, fait tout le monde. Beaucoup de la brasserie craft qui met une bière, mais après, ça dépend aussi à quel moment du process tu es, et sans rentrer trop dans le point technique. Si tu es encore en fermentation et que tu sais que tu as encore assez de température, assez d'activité dans ton fermenteur, tu peux te permettre de rajouter de la purée. Mais si jamais tu es déjà en cuve de garde et que tu centrifuges, par exemple, et que tu as eu une perte aromatique qui était trop importante, ou que tu as peut-être eu un dry-up qui était plus imposant que prévu et qui t'amène une aromatique qui équilibre peut-être trop ton fruit, et que tu décides de rajouter une infime portion de fruits, si tu penses que ton produit sera meilleur comme ça, fais-le. Moi, je suis relativement d'accord avec ça. Moi, je le ferai pas, parce que j'aurais juste considéré que j'ai foiré ma bière, et écoute, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et tu la distilles dans ce cas-là. Et je la distille. Non, c'est pas grave. En vrai, il y a plein. Quel exemple on peut avoir de bière, genre Anoué, tu vois? J'ai trouvé à la fin qu'il n'y avait pas assez de cerises. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas assez de cerises. Tu vois, la prochaine fois, je sais que la cerise, je dois en mettre plus. Ou alors, je vais me retourner vers mon fournisseur de fruits en disant, c'est marrant parce que j'ai quand même dosé la purée de fruits et il n'y a pas le goût. Donc là, ton lot, il était un peu foireux quand même. C'est pas cool, tu vois. Mais je chercherai pas à corriger le tir. Et donc, mais par contre, c'est honnête, tu vois. Genre, c'est ça, les gens, ils doivent le savoir aussi en face. Alors, du coup, je vais rebondir avec peut-être une question un peu neuneux, mais quelle est la différence, du coup, on en revient à cet extrait de houblon, à ces Hyperboost, Dynaboost, de te dire, bon, je l'ai fait à la base avec des T90 du Cryo, et je trouve qu'à la fin, j'ai pas un rendu assez cool. Est-ce que je vais rajouter, du coup, de la Hyperboost en dry-up pourquoi pas rajouter plus de palais, du coup? Ça dépend à quel moment chaud, quand même, process tu es, tu vois. Si tu es en garde, que tu as fini toute ton activité de fermentation et que tu dis il en manque un tout petit peu pour que ça me fasse rêver, utilise l'Hyperboost, c'est plus facile à ce moment-là. Tu vois, ou pour moi, c'est soit fais ça, soit le fais pas. Mais c'est ça. Alors, pourquoi tu le fais pas, toi, Louis, du coup? Parce que ça me dérange pas les bières, elles sont rarement foirées, qu'on soit honnête, tu vois. Oui. Ça me dérange pas de pas avoir atteint spécifiquement mon objectif, dans le sens où je suis très content quand je l'ai atteint spécifiquement avec les outils que j'ai envie d'utiliser. Tu vois, c'est juste un choix d'outils, en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pour creuser, tu utilises une pelle. Il y en a qui utilisent une pelleteuse. Moi, je travaille avec la pelle. J'ai décidé que je travaille avec la pelle parce que j'aime bien, tu vois. Mais je pense que c'est vachement dans la vision de qu'est-ce que je m'autorise. Et du coup, c'est ultra individuel et subjectif. Parce que moi, j'ai réfléchi de pourquoi moi, j'avais pas envie d'utiliser des extraits. Parce que c'est genre, en y réfléchissant, je trouvais pas d'argument particulièrement rationnel. Et je suis quelqu'un de très rationnel. Moi, je suis ingénieur, je fais des études de sciences toute ma vie. Je suis purement rationnel. Et genre, il y a très peu d'arguments. Allez, parce que tu pourrais mettre l'écologie, mais sauf que le transport, du coup, il prend moins parce que ça prend moins de place. Parce que va pas trop vite, parce que moi, tu es en train de me flinguer mes questions d'après. Pardon. Mais du coup, je trouvais pas d'argument vraiment rationnel. Et du coup, c'est moi, de mon côté, c'était purement. Il y avait un mot qu'on avait trouvé qui était conviction, c'est ça. C'était purement de la conviction. Que je retrouve aussi dans la cuisine, tu vois. Moi, quand je fais des crêpes à la vanille, je mets pas d'extrait ou d'arôme de vanille dans mes crêpes à la vanille, je mets de la vanille. Et si ça n'a pas assez le goût de vanille, la prochaine fois, je mettrai plus de vanille. Sauf que je les vends pas, mes crêpes. La grosse nuance, elle est là quand même. Et moi, je pense, là où il y a quand même un point qui est important, c'est à quel moment est-ce qu'on les ajoute, ces flowable? À quel moment est-ce qu'on se décide de les mettre? Parce que si tu n'as pas besoin de les mettre, les mets pas. Si tu peux arriver à l'aromatique que tu recherches avec du T90, avec du Cryo, ou même sans, le fais pas. Mais il y a un moment où on peut plus rajouter de T90, on peut plus rajouter du végétal, on peut plus rajouter des notes de polyphénol, on peut pas booster des choses qui vont être... sans faire débile, en fait. C'est ça, où là, tu vas commencer à impacter ta bière négativement. Et c'est là où... je ne veux pas non plus trop avancer trop vite, mais tu vois, quand Yakima Chief Hop sont arrivés, ils ont dit, ça s'utilise avec un taux de remplacement de tant de kilos. Et je me souviens, nous, quand on avait donc reçu un petit peu toutes les informations sur ce qui allait arriver, on a contacté des brasseries aux US qui l'avaient déjà utilisé, on a posé beaucoup de questions. Ouais, faut être sûr quand même. Et les gens, ils nous disaient, mais en fait, ils disent que c'est un produit de remplacement, mais c'est pas un produit de remplacement. Faut l'utiliser à 100%. Un nouveau truc. En fait, tu arrives à un moment où tu sais que tu peux pas rajouter doublon dans ta bière. Parce que tu peux pas rajouter du végétal, tu peux pas rajouter... Et tu arrives déjà à la limite supérieure de ton rendement, mais tu veux encore plus doublon. Tu veux faire des trucs encore plus riches, plus longs, plus juteux, plus ce que tu veux.
et ben là, tu rajoutes de l'hyperboost. Et à ce moment-là, tu arrives à avoir quelque chose qui est encore plus expressif. Donc, ce n'est pas nécessairement un produit de remplacement où tu te dis, ben voilà, je vais enlever 10 ou 12 kilos de T90 et je vais mettre 100 millilitres de Floriball. Tu te dis, je vais mettre mes 12 ou 15 kilos de T90, je vais mettre mes 5 kilos de cryo. Et je rajoute en plus. Maintenant, je peux rajouter ça. On en vient à un truc aussi qui, moi, où je me reconnais pas du tout, tu vois. La surenchère, c'est pas du tout ce qui me représente moi, tu vois. Dans ma vision de la bière, j'aime bien faire des produits relativement simples, où il y a du goût, mais où c'est pas non plus trop violent, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup de conviction. Justement, dans l'épisode avec Yakima, ils ont fait un peu leur discours presque commercial, on va dire, de l'Hyperboost pour expliquer tous les avantages du produit, et à commencer par un avantage purement gustatif. Et donc sur ce premier aspect purement gustatif, parce qu'on a commencé déjà à évoquer d'autres choses, en effet, le côté environnemental, il y a plein d'aspects qui vont rentrer en compte, économiques aussi. Mais commençons d'abord, on va dire, par peut-être le principal, surtout aux yeux des consommateurs de craft, le goût, la qualité gustative du produit. Ouais, le goût. Quel est pour vous donc l'apport aromatique de ces produits sur l'aromatique finale de la bière? Est-ce que il y a une vraie, par exemple, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience vous chez Artisan Ale de faire peut-être une même base et se dire bon bah là on est en 100% T90, là on a une part de cryo et là finalement on a une part de c'est ça qu'on aurait dû faire en collab. Bah ouais. Et là on a une part d'hyperboost et après on goûte tout et on voit est-ce qu'il y a une vraie différence aromatique, un apport, est-ce qu'il y a une plus-value aromatique, et enfin en plus de juste cette partie plus-value aromatique, je me demande si on se rend compte que en effet ça joue sur l'aromatique tout en réduisant ce qu'on disait le côté végétal, le côté vert et compagnie. Est-ce qu'on va pas en arriver à une sorte de standardisation, parce que on voit que toutes les brasseries ont commencé à faire des NEIPA parce que ça se vend bien et que les gens aiment bien. Bah, si on se rend compte que les NEIPA sont toutes meilleures parce qu'on met l'hyperboost, il y a moins de résidus végétals, est-ce qu'on va pas se retrouver avec tout le monde qui fait des NEIPA? Ça faut le faire. Ouais, je vais répondre à. Je donne des billes aux deux là. Ouais. Comme ça. Je vais répondre avec un élément qui va peut-être paraître un peu compliqué, mais je pense pas que ce soit, par exemple, l'Hyperboost Citra. C'est pas un remplacement du Citra T90 et c'est pas un remplacement du Citra Cryo. Si tu fais une bière avec seulement de l'Hyperboost, tu vas avoir une bière qui va être bancale. Tu vas avoir une bière qui va être déséquilibrée. Parce que tu vas justement ne pas avoir ces notes de polyphénol qui a un certain... un peu végétal qui sont... Voilà, c'est ça, tu as besoin du végétal, tu n'as pas besoin d'avoir trop de végétal, tu n'as pas besoin d'avoir trop de polyphénol, mais tu en as besoin dans la construction de ta bière. Tout à fait. Et je vais juste t'interrompre un instant dans ton argumentation, parce que on a dans nos mains donc une dernière bière, qui est donc d'ailleurs un des produits que tu fais dans le cadre du programme FWD, qui est donc là la draft numéro 3, une West Coast Pipa. C'est ça. Pour Pilsner IPA, donc là, nous expliquer un peu plus sur la bière à côté. Mais en fait, je rebondis là-dessus maintenant parce qu'en regardant du coup le listing des houblons, on voit que tu as du 100% Simcoe, mais en T90, Cryo et Hyperboost. Exactement. Donc là, je pense que c'est peut-être le meilleur exemple pour illustrer ce que tu es en train de dire. Il y a un équilibre entre les trois, on va dire, dérivés d'un même houblon. Mais ça décrit vachement bien la vision que tu as de l'outil en fait. C'est ça. Je trouve. C'est ça. C'est que c'est pas. Du coup, je vais nous servir un petit peu de. Bah, merci. Il faut absolument pas voir ça comme une bière. Unidimensionnel. C'est un peu comme un oignon, tu vois. Tu as ta première couche de l'oignon. Ça me fait penser à Shrek quand tu dis ça. Non, mais tu sais, tu as ta première couche qui est un petit peu ce T90 qui est ta fondation. Et après, tu auras ton cryo qui va t'amener un peu plus de longueur. Et après, tu vas avoir cet Hyperboost qui va t'amener de l'aromatique et de la longueur. Et c'est vraiment en mettant ces trois types de Simcoe, où on arrive vraiment... C'est full Simcoe. Et juste pour la petite parenthèse, on a la chance, c'est la toute première bière qu'utilise 2 des 6 houblons qui ont été sélectionnés l'année dernière pendant la sélection des houblons. Ah, cool. J'en parlais justement dans le podcast que j'ai fait avec Yakima, où je t'ai utilisé comme exemple justement par rapport à cette sélection et le choix parcellaire du houblon. Et en fait, là, on retrouve des notes qui sont très tropicales, légèrement résineuses, un peu woody, pour reprendre des termes. Et on arrive à avoir une bière qui va avoir une longueur, une complexité sur un corps qui est déséquilibré, parce que le seul malt qu'on a utilisé, c'est du malt Pilsner, qui pourrait être généralement une lager, avec une fermentation qui est relativement neutre. Et on a un côté expressif qu'on aurait
probablement pas pu avoir. Ou en tout cas, on aurait eu beaucoup de mal à l'avoir. C'est ça. Du coup, pour reprendre la base de la bière, donc West Coast Pipa pour Pilsner IPA. Pilsner IPA parce que le malt. Parce que le malt et pas que, puisque la fermentation aussi, on a fait une fermentation hybride où on a, dans le passé, fait des Pils IPA, des pipas avec des levures lager fermentées un tout petit peu plus chaud pour avoir un côté neutre de la levure. Mais ici, on a utilisé une levure ale, donc une Chico, US05, AY4, etc. Légèrement plus froid. La fermentation était un petit peu plus longue, mais on a évité les notes d'ester, les notes phénoliques et avoir quelque chose de... Qui aurait été un peu une surcouche un peu trop violente. Là, avec cette unique variété de malt et cette levure travaillée de cette manière-là, le but était d'avoir une base ultra... passe-partout, j'ai envie de dire, justement pour que le houblon vienne mieux s'exprimer sans filtre. Ah, tout à fait. Voilà. Et en fait, il y a donc deux choses que je veux dire. C'est que la première, j'ai l'impression qu'en fait, jusqu'à présent, Yakima, on travaille en exclusivité avec Yakima, c'est pas pour leur faire de la pub, mais on travaille qu'avec eux. Jusqu'à présent, ils nous donnent de plus en plus de variétés de doublons. Donc, ils sont capables de nous donner une gamme de produits qui est de plus en plus large. Et en fait, maintenant, on a imagine ton Citra, c'est le vert, ton Mosaïque, c'est le jaune, ton Simcoe, c'est le bleu. On a une palette qui devient de plus en plus colorée. Il revient à l'art. Hein. Ah, tu le sais. Mais en fait, ce qui nous manque, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, toutes nos peintures, c'était en mat. Oui. Et maintenant, tu as le cryo. Ah, maintenant, tu commences à voir ton même bleu, ton Citra, qui devient de mat à brillant. Flashy, ouais. Et maintenant, tu commences à avoir ton bleu en hyperboost qui devient un peu un bleu métallique. Et donc maintenant, tu as une palette de couleurs. On commence à avoir une palette qui devient de plus en plus profonde où ce fameux Citra que tu as, tu peux le décliner pour avoir une complexité dans ton arbre. Ouais, t'apportes plus de nuances. Beaucoup plus de nuances. Oui, et de puissance aussi, ça sert aussi à ça. Voilà, et c'est beaucoup plus flashy, c'est beaucoup plus expressif, c'est beaucoup plus fin. Et on ressent aujourd'hui, nous, le cryo et l'hyperboost comme des outils dans notre boîte à outils qui nous permettent d'avoir un peu plus de profondeur dans les nuances de ce qu'on propose. Donc moi j'arrive avec mon oreille un peu de profane, et moi de ce que j'entends, de ce que me dit Matt, c'est que en fait aussi bien le cryo que l'hyperboost, c'est des super outils pour apporter plus de profondeur à ta bière, et Louis t'es juste un vieux con de pas vouloir les utiliser. Ouais. Non mais en vrai très sincèrement, comme je te disais, il n'y a pas grand chose. Ça simplifie vachement le débat. Bah, oui. Mais on en a déjà, de toute façon, globalement, on l'a déjà eu tous les deux ce débat, Alex. Oui, je sais. En gros, moi, j'ai une vision très culinaire de la bière, tu vois. Oui. Avec, je cuisine avec les trucs que j'ai dans mon potager et je les utilise, je travaille avec ce que j'ai. Oui. Et j'aime pas gâcher, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je veux pas prendre qu'un bout de quelque chose et le reste, ça s'en va. Ça m'intéresse pas de faire ça. Du coup, j'ai fait de la cuisine avant de faire de la bière. Oui. Du coup, je pense que cette vision-là de l'utilisation des produits, elle est restée vachement ancrée dans ma manière de travailler. Mais je dis ça, mais d'un autre côté, j'utilise de la purée de fruits. Hein. Et le cryo, même si c'est pas ma cam et que je l'utilise pas dans toutes mes bières, loin de là, vu que j'ai utilisé 3 fois, je suis plutôt, pas réfractaire, mais frileux à l'idée d'utiliser du cryo. Ouais. Oui. Cryo, frileux, froid. Il y a plein de gens qui disent ouais, les extraits c'est nul, par contre le cryo d'accord, mais les mecs, vous êtes au courant que globalement votre cryo il pousse pas sur un arbre, hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, il y a pas des arbres à Citra cryo, tu vois. Vu que tu dis que tu aimes tout utiliser, que tu n'aimes pas gâcher, pourquoi ne pas utiliser de l'hyperboost pour avoir un meilleur rendement et ne pas perdre 30% de ta bière à la fin du... Non, pas gâcher, ça veut dire que je vais pas séparer mon ingrédient en plusieurs fois. Oui, j'ai compris. Voilà. Bon, ça peut gâcher aussi. De perdre du rendement parce que est-ce que tu dirais que parce que tu manges un gâteau et qu'il y a des miettes, tu gâches? Donc là, oui, je lâche les miettes sur la table. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça, rien à voir, c'est pas le même combat. Mais quand tu parles d'un... Là, tu transformes pas quand tu fais ça. Il y aurait un côté gâché si tu l'utilises en remplacement. Il y a rien qui va, j'essaie de le piéger lui, et finalement c'est Matt qui revient et qui le soutient. Finalement c'est Matt et moi contre toi. Oui, mais mon conseil, je me bats contre les deux. Mais encore une fois, nous on voit ça vraiment comme un outil supplémentaire dans notre boîte à outils pour rendre un produit plus expressif et plus... Et nous, alors c'est vrai que, et ça je me souviens d'un post de Yakima, et il y avait un brasseur qui a dit, en fait Yakima avait parlé pour la première fois de l'hyperboost, il avait un petit peu annoncé, et il donnait leurs recommandations. Et il y a un brasseur américain qui avait fait un commentaire et qui dit merci d'avoir amené le produit, pas besoin de nous dire comment l'utiliser, laissez-nous expérimenter. Voilà, laissez-nous
gérer le truc. On est plus brasseur que vous avez fait un truc, on va jouer avec. Ouais, j'imagine que si Yakima fait un truc... C'est un peu... Ouais, mais surtout, j'imagine que si Yakima développe un nouveau produit, c'est qu'ils ont une idée de ce qu'il peut apporter au milieu. Voilà. Mais tu vois, mais bizarrement... les mecs. Normalement, j'espère. Hein. Mais bizarrement, la façon dont aujourd'hui les flowables sont utilisés, c'est un peu ça. C'est à l'encontre de ce que Yakima avait préconisé initialement. D'accord. Ouais. Tu vois, le mot deep hopping, qui vient en fait de l'utilisation, parce qu'en fait, tu as le Dynaboost qui est généralement utilisé en whirlpool, et l'Hyperboost qui est généralement utilisé en fermenteur, et qui est utilisé en fin de fermentation. Mais comme c'est des flowables, c'est à base d'huile, l'expérience a montré que des fois, ça se mélange pas aussi bien que ce qui était anticipé. Ah bah oui, c'est le risque. Voilà. Et donc, on a une brasserie qui est fantastique à San Diego, qui s'appelle North Park, et Casely est arrivé avec l'idée du deep hopping. Et le deep hopping, c'est en fait le fait d'envoyer quelques hectolitres dans ton fermenteur relativement chaud, aux alentours de 75 degrés Celsius, de mettre ton flowable, de mettre ton Dynaboost, ton Hyperboost, et de renvoyer le reste de ta bière à une température de fermentation... Oui, 20 degrés, 18-20. Voilà, c'est ça, 18-20, peut-être un chouïa en dessous, parce que tu avais du 70. Oui, vu que tu avais du chaud, oui. Pour compenser. Et donc, ton flowable est entièrement dilué, et tu as assemblé ton flowable. Alors que quand on lisait les premières docs de Yakima, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et les gars, ils ont dit, attends, vous avez dessiné un truc, vous avez développé un truc, laissez-nous trouver les meilleures façons de l'utiliser. Bah, surtout comment on a envie de l'utiliser aussi. Ouais. Exactement. Et aujourd'hui, nous, à 90%, quand on les utilise de cette façon-là. Ouais. Et on se rend compte qu'il y a un avantage qualitatif et gustatif de l'utiliser en deep hopping. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc c'est plutôt cool. Et donc, un des autres éléments, je ne sais pas si tu veux le toucher tout de suite, mais il y a... Bon, moi, j'étais sur le gustatif pour le moment. Ouais, mais sur le gustatif, du coup, là, on est en train de goûter ta dernière création, la draft numéro 3, que tu goûtes donc ta création. Je fais au pif. Où on disait, là-dedans, t'es sur du Simcoe en T90, donc pellet classique, cryo et Hyperboost. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais de l'impact de chaque forme de houblon dans le résultat final de la bière? Alors, c'est peut-être pas le cas pour beaucoup, mais des fois, tu vois une photo et tu l'as vue toute ta vie et elle est légèrement floue, mais tu le sais pas. Mais c'est la photo que tu as vue toute ta vie. Et un jour, tu vois la même photo et elle n'est pas floue. Ouais. Et elle est nette. Et tu là, ça te saute aux yeux. Ah, en fait, c'est ça. Et ben en fait, de pouvoir mettre des couches de Simcoe en T90 avec la base, qui est un peu ta photo un peu floue, ton cryo qui va commencer à t'affiner et ton Hyperboost qui te met les couleurs vibrantes, et ben en fait, tu as la photo que tu as vue toute ta vie en noir et blanc un peu floue, et là, tu la vois en... Nous, on fait des bières en noir et blanc et flou. Et là, en fait, t'as... Moi, si j'aime bien, c'est ça le truc. C'est juste, du coup, un parti pris artistique. Mais en vrai, moi, je suis 100% d'accord avec toi. L'art, la bière, enfin, c'est quelque chose... On est dedans. Hein. Si tu décides de faire un dessin en noir et blanc, ça veut pas dire que t'aimes pas les couleurs, ça veut juste dire que t'as envie de faire un dessin en noir et blanc, tu vois. Et donc... Et pour moi, c'est exactement ça. Et en fait... Mais tu veux pas tester la couleur un jour, toi? Non, plutôt mourir. C'est exactement ce que j'ai répondu à Rimbaud quand il m'a proposé. Plutôt mourir. Et donc... Je suis vraiment enculé. Et donc, tu vois, quand tu me demandais tu vois, ce que ça apporte, eh ben, ça apporte un petit peu cette netteté. C'est un peu moins flou, c'est un peu moins... Okay. Ouais, c'est beaucoup plus précis dans la démarcation du houblon par rapport à la base maltée, dans le dont tu apportes le houblon en aromatique. Ouais. Mais après, si tu as la couleur et que tu n'as pas les formes, tu vois, si tu n'as pas ton T90, et c'est pour ça que je dis que l'Hyperboost ne remplacera pas ton T90. Oui, tu peux pas les deux ont vraiment besoin d'exister. Et nous, on a fait des bières au début du cryo quand on testait, on faisait des bières 100% cryo. Et ça manquait de profondeur, ça manquait de... C'est puissant, mais d'un trait, quoi. C'est un trait tout seul. Et tu n'avais pas un peu cette colonne vertébrale qui te permettait de tenir la bière. Et c'est petit à petit, quand on a commencé à trouver les ratios avec le T90, le cryo, et maintenant l'Hyperboost... Quand Mathilde en parle, c'est exactement comme ça que je branle mes recettes de bière houblonnée. Hein. Je dis toujours, il y a un houblon que j'utilise en base, qui va venir soutenir l'aromatique et l'autre qui crée ton aromatique. C'est juste que moi, je fais avec les variétés et pas forcément avec les technologies. Et maintenant, tu peux mettre une troisième dimension à ta bière. Oui, maintenant, tu peux rajouter une dimension, tout à fait. Avec ça. Ouais, tout à fait. Parce que ton Simcoe T90 a une aromatique différente, et même si c'est le même lot, parce que c'est vrai que deux citras qui sont des lots différents peuvent avoir des aromatiques différentes, mais ton même lot en T90 et en cryo et en Hyperboost va t'amener des profondeurs différentes. Ouais.
Donc, les débiles qui hurlent derrière. J'adore. La brasserie, c'est vraiment pas l'endroit pour enregistrer. J'adore. Mais en vrai, moi, c'est globalement, même quand on en avait parlé la dernière fois, c'est à peu près la vision qu'on a de ce truc-là, tu vois. Non, je sais, le but étant de donner un peu de grain à moudre. Moi, je suis un peu deg, ça. C'est pas assez tranchant. Non, j'ai d'autres sujets, ça peut encore déborder. Lui... Après, les gants de boxe sur la table, il les a posés, il les dit au cas où. J'ai encore d'autres pieds de micro dans le sac, c'est assez lourd, vous pouvez vous taper avec. En vrai, je pense pas être le meilleur brasseur pour être vindicatif et méchant par rapport à ça, parce que je serais pas. Non, mais avec une personne avec qui tu viens de faire une collab et que t'apprécies forcément. C'est exactement ça. Humainement, c'est peut-être pas choisi la bonne personne pour ça. Ça aurait peut-être été marrant de faire la même bière avec l'extrait et sans extrait. La prochaine fois, je peux mettre quelqu'un de Brickhouse en face, y'a pas de problème. Ouais, bah là, ça devrait aller. Parce qu'il y a des trucs où on peut débattre, tu vois, genre, est-ce que c'est grave d'utiliser des extraits? Globalement, on s'en fout. Il y a des trucs qui sont graves dans la vie. Mais du coup, Louis, il n'y a pas de débat. Attends, je vais faire l'animateur de débat politique. Oui, vas-y. Du coup, Louis, ça veut dire que tu n'aimes pas l'environnement? Pourquoi? Parce que les Dynaboost et Hyperboost sont bons pour l'environnement. Ah bon? C'est déconcentré. C'est moins lourd à transporter, ça traverse quand même le monde entier. Tu n'aimes pas la planète, Louis? Eh ben, j'en parlais avec Edouard. Il n'aime pas la planète. On se faisait la réflexion. Faut savoir que faire passer du CO2 à l'état liquide, ça coûte un tout petit peu d'énergie quand même, tu vois. Faudrait que j'ai le bilan à la fin, faudrait que je compte. Ouais. Je dis pas que c'est moins bon ou que c'est meilleur, j'en sais rien, très honnêtement. En transport, faudrait être débile pour dire que c'est moins bon, parce que forcément, transporter du houblon de Nouvelle-Zélande et des États-Unis et de partout dans le monde, oui, ça pollue un poil. C'est quand l'houblon de Nouvelle-Zélande va se faire cryogéniser aux États-Unis et revient en Europe. Scandale. Là, on va rester sur le mot Tuécal, Nectaron, pas cryo déjà. Voilà, c'est ça. Là où ils ont bien bossé, Yakima, c'est que leurs extraits, ils sont faits chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'emmerder à aller faire des extraits en Europe. Transport. Voilà. Là, ça aurait été très grave. C'est produit, c'est transformé et après, c'est envoyé. C'est ça, tu vois. Là, déjà, t'as ça. Et puis, même dans ma vision de la bière, tu vois, je consomme énormément de houblon français. Et l'américain, je le consomme. Alors, je vais pas dire par nécessité, parce que j'aime ça. C'est pas vrai de dire par nécessité. Mais parce qu'il faut des grosses aromatiques de temps en temps. Si on me proposait demain des houblons italiens qui avaient des aromatiques aussi bien que les américains, je suis pas sûr que je continuerai à bosser de l'américain, tu vois. Mais c'est pas près d'arriver, visiblement. Globalement, on n'y est pas, voilà, c'est ça. Donc je continuerai à utiliser de l'américain. Et sans minimiser, hein. Je dis pas, genre je me restreins à 200 kilos de houblon américain par an, j'en suis pas là. Et en vrai, quand il pense, ça serait quand même pas débile de le faire quand même. Hein. Toi, tu veux pas prendre l'avion, mais ton houblon, y a pas de problème. Globalement, c'est ça. Il faut venir par bateau. Mais parce qu'il y a le houblon des autres et c'est par bateau. Oui, attention. Ce qui veut pas dire que ça pollue beaucoup moins. Mais bon, bref. Mais là où tu te poses la question, c'est que de toute façon, une extraction, et encore, c'est une extraction sans solvant. D'ailleurs, ils ont dû en parler dans ton podcast. Il n'y a pas de solvant. C'est le gros avantage aussi, parce que sinon, tu fous des merdes dans les bières. Et ça, c'est chaud. Du coup, il n'y a pas de solvant. À partir du moment où la bière correspond à ta vision de la bière. S'il y a du solvant, j'ai commencé par dire, faut pas que ce soit dangereux pour la personne qui le consomme au-delà de l'alcool, parce que attention, l'alcool est à consommer avec modération. C'est dangereux pour la santé aussi. Et oui, très même. Mais là, ils ont très sincèrement, ils ont super bien bossé, tu vois. Il n'y a pas de résidus. Ils le font chez eux et ils l'importent en France, du coup, de manière plus propre que du houblon, ne serait-ce que par le poids. Après, ça consomme beaucoup d'énergie de faire de l'extrait. Mais d'un autre côté, si t'as moins de freinte, ça pollue moins aussi. C'est pour ça que c'est un bilan qui est ultra complexe. Monsieur Grossard-Blanquet, avez-vous des chiffres à nous non, proposer? J'ai commencé à dire que j'en avais pas. Avancer que ça pollue plus de le faire que de l'importer. J'ai dit que je peux pas dire s'il pollue plus ou s'il pollue moins. C'est ça qui est important. Je tente d'allumer le feu, mais ça sincèrement, je suis pas capable de dire si ça pollue plus ou moins. Et il y a vraie question, je pense. Mais oui, j'entends l'argument. C'est une technologie qui est aussi utilisée dans le CBD, dans la marijuana. Donc c'est quelque chose qui existe et si jamais c'est vendu à un prix marché qui est équivalent, c'est qu'il doit y avoir des coûts de fabrication, il doit y avoir des process qui sont relativement amortis, qui sont assez stables. La technologie est relativement avancée. Mais, oui, bien sûr. Mais là, évidemment, en tant que brasseur, on parle de bière, et peut-être que je vais te tendre une perche, je sais pas si tu voulais aller jusque-là avec cette discussion, mais les flowables ne sont pas utilisés que dans la bière. Non, je ne voulais pas. J'avais pas l'info, mais vas-y. Alors, donc si. J'en achetais, d'ailleurs, on me fait chier, mais j'en achetais des extraits, moi. Oui, pour faire des bougies. Alors attends, nous, au 1er avril, on va faire un Beard Balm avec de l'hyperboost. En fait, on a tous compris ce qu'il fallait faire avec les extraits. Les gars, on a plein d'idées. Non, mais. En vrai, par contre, ça résout un autre problème, du coup. Oui, la semaine dernière, quand Yakima est venu et que tu leur as dit jamais je mettrai vos extraits dans ma bière, mais envoie-moi des échantillons pour que je fasse des bougies. Non, mais là, je rigolais. Mais tout à l'heure, on goûtait les hop water. Oui. Tu vois, ou même les bières sans alcool. Ouais. Tu vois, il y a un avantage de ne pas utiliser de matière végétale dans des bières sans alcool.
hop creep, etc. Même la base, ouais. Et ben voilà. Et donc là, on peut avoir un produit sans alcool, que ce soit même des limonades, que ce soit des hop water, que ce soit des bières sans alcool, où on va pouvoir retrouver des notes houblonnées intéressantes, avec un avantage qui va être dans le process. Éviter les hop creep, éviter les hop burn, éviter pas mal de faux goûts et de problèmes en production. Donc il y a aussi un avantage qui va au-delà de nos NEPA, au-delà de nos West Coast, au-delà de nos produits. Après, même là, on parlait de la hop water, mais même là, en tant que conviction, je sais pas comment dire, j'ai du mal à mettre des mots là-dessus, mais ça m'embête, ça me perturbe en tout cas, de dénaturer la matière première pour... Le pellet n'est déjà plus la matière première, donc mais moi je t'ai déjà dit. Oui, je sais, mais là, c'était mécaniquement. Ah oui, c'est ça. Moi, la grosse différence que je fais dans ma vision du chute, c'est si j'ai transformé mécaniquement ma matière première, ça me dérange pas. Si je l'ai transformé chimiquement, ça m'embête un petit peu. Est-ce que c'est chimique ou c'est mécanique, une sursaturation en CO2 ? CO2, ça peut être, mais que mécanique. Hein. Oui. Ah bah si. Donc c'est mécanique aussi alors. Un extrait. Bref. Mais du coup, moi, c'était avant que, parce que c'est quand même récent, Hyperboost et tout. Hein. Bah, effectivement, elle date d'il y a quand même quelques années. Hein. Et en France, ça fait un an. Oui, voilà, c'est ça. On était les premiers il y a un an. Donc c'était ma vision du truc. Et à la base, oui, hop water. Moi, j'aime bien aussi me dire que la hop water que je fais, elle a des défauts entre guillemets qui sont pas forcément des défauts, c'est du point de vue le défaut, mais qui sont, du coup, elle a une couleur un peu verte, elle a une très légère astringence à cause du côté végétal. Mais moi, j'aime bien me dire que c'est inhérent à la matière première que j'ai utilisée. Mais comme c'est inhérent à la travail du houblon, donc forcément, tu retrouves des caractéristiques du houblon. Mais c'est aussi inhérent à la matière première que tu as utilisée de l'Hyperboost que t'aies pas de couleur. Si t'en voulais. T'aurais pas de couleur avec de l'Hyperboost. Pour remettre un peu de contexte, on a goûté les deux hop water parce que les deux brasseries font des hop water entre Moirdi et Artisanal. On a pris 2 verres chacun, on avait les deux l'une à côté de l'autre et en effet, la hop water de Artisanal, c'est un Perrier quoi visuellement. C'est vraiment une eau transparente. La Moirdi, elle a un côté un poil plus trouble parce qu'il y a du jus de citron et elle a forcément une teinte un peu verte parce que travail en pellet. Voilà. Mais du coup, si tu veux, et encore une fois, c'est de la conviction. Là, on est en plein dedans. Oui. J'aime bien me dire que les défauts et les avantages de mes matières premières se retrouvent dans mon produit. Parce que ça traduit sans... C'est pas mensonge le mot, mais sans... filtre, ouais, voilà, merci. Ce qu'est la matière première. Et là où nous, le contre-pied de notre hop water avec l'Hyperboost vient principalement d'un problème qu'on a avec notre brewpub, avec notre bar en boise, où en fait, on a enlevé tous les industriels. Et le dernier industriel qu'on avait, c'était Perrier. Et aujourd'hui, on nous demande une eau pétillante, et ben on met, on met le nôtre. Et ce qui est bizarre, c'est qu'une fois sur deux, la canette n'est pas forcément amenée en face du client. On le sert, on lui amène, et visuellement, il voit un Perrier avec la même effervescence, avec la même limpidité. Ouais, la grosse bulle, tout ça, ouais, tout à fait. Sauf que plutôt que d'avoir un Perrier citron vert, le gars, il se tape un Perrier crush citra. Et là, il dit, mais c'est super et on arrive à pousser le truc au-delà. Alors que tu lui mets une Alpha Aquari, ça déchante tout de suite, tu vois. J'avais demandé un Perrier, pas une limonade. Et à l'inverse, quelqu'un à qui tu vends une hop water et qui a en tête que la hop water, il y a du houblon, donc c'est vert, et que tu lui mets un truc transparent, il va pas comprendre. Il va dire, mais c'est quoi ton truc, tu vois. Ouais, sur un néophyte peut-être. Mais... Oui, bien sûr. Vous cherchez des encanneuses efficaces et faciles à utiliser ? American Canning, le pionnier de l'encannage à Austin aux États-Unis, propose des machines compactes et simples d'utilisation avec un faible taux d'oxygène dissous. Ils offrent des technologies atmosphériques ou isobariques allant d'1 à 6 têtes de remplissage pour répondre à la mise en canette de toutes vos boissons, de la bière au soda. American Canning, c'est des machines abordables avec des délais de livraison courts et une formation disponible en français directement par des opérateurs experts agréés et certifiés. Pour plus d'informations, écrivez à europe@americancanning.com. Dans les différents arguments du coup qu'a porté Yakima Chief sur les avantages de l'Hyperboost, on avait évidemment donc on a parlé du côté gustatif où ça pouvait éviter les notes trop végétales et ainsi de suite. Ouais. On l'a évoqué. Le côté environnemental, on vient de l'évoquer. Il y avait aussi un point économique. Puisque, en effet, tu as moins de matière végétale dans ta bière, tu as moins à dégorger, tu as moins à purger. Donc, potentiellement, tu as un meilleur rendement sur une cuve de 40 hectos. Tu vas peut-être pouvoir, si tu as de l'Hyperboost dans ta bière, te dire peut-être je vais sortir, j'en sais rien, moi, 5-10 fûts en plus. Bon, après, je sais pas quel est le rapport entre le coût de la matière première versus ce que tu gagnes à la fin, mais en tout cas, c'est un argument qu'ils ont avancé. Mais d'un autre côté, vu comment tu l'utilises, moi j'allais dire, voilà, vu comment ça change rien en fait. Ça change rien. Voilà. C'est un bon discours de vendeur.
vendeurs. Oui, bah oui. Et je les aime. Mais, je vous adore. Et ce que j'ai quand même fait 20 ans de vente avant. Si tu l'utilises en produit de remplacement, et que oui, en effet, tu utilises le ratio qu'ils préconisent, oui, tu auras plus... Ah bah là, il n'y a pas de secret, oui. Voilà, tu auras plus de bière de sortir de ton fermenteur. C'est une tripe, tu vois. Genre. Mais quand tu l'utilises en plus de ce que tu fais, plus loin, oui. parce que tu as besoin d'avoir plus d'aromatique, dans ce cas-là, non, tu n'en auras pas moins, mais tu auras plus d'aromatique dans ton fût. Précisément. Donc, tu vas pouvoir avoir une valeur de proposition qui sera meilleure dans ton fût par rapport au cahier des charges que tu avais initialement. Tu n'auras pas plus de bière. Mais voilà, après, si tu as un impact où tu es obligé de... Tu sais que tu as un super contrat avec un distributeur, mais il ne t'achète pas la bière à plus de temps et il te faut un certain minimum de marge pour arriver à l'équilibre financier de ta boîte, et que tu décides de réduire un houblon pour mettre de l'hyperboost, suis leurs recommandations. Est-ce que ce sera la meilleure version de la bière que tu peux faire ? Pas dit. Je pense pas. Ouais. Mais, encore une fois, c'est pas un produit... Nous, pour notre brasserie, ce n'est pas un produit de substitution. C'est un produit... C'est ça. C'est un produit complémentaire. Tout à fait. Et dans le cas d'une utilisation en substitution, comme tu le dis, mettons par une brasserie craft, ça pourrait permettre en effet d'avoir peut-être des produits moins chers, peut-être plus, on va dire, dans les codes de ce qu'attend une clientèle plus générique, parce que moins de verre, moins de résine, enfin moins d'astringence, et ainsi de suite. Et peut-être en effet permettre d'aller chercher des contrats ou des becs à la place d'Indus ou mais là je trouve ça pertinent ça, tu vois, contrairement à faire ça pour faire avancer le milieu de la craft en France, bah, globalement qui va te dire non, entre nous, qui va dire non à ça? Alors par contre, ce que je veux dire, c'est que donc là on goûte la draft numéro 3 qui est la Simcoe et il y a quasiment un an on avait fait la draft donc numéro 1 qui était 100% mosaïque, et là pour le coup, on avait vraiment utilisé l'hyperboost en remplacement d'un T90 et d'un Cryo. Ah oui, et on a quand même sorti quasiment 4 fûts de plus que sur une bière traditionnelle. Donc, tu as tu rajoutes un avantage là-dessus et vraiment, c'est monstrueux. Un avantage économique qui existe si tu suis leurs recommandations. Est-ce que ça peut faire des brasseries aujourd'hui, en vrai? Si c'est l'avantage, si jamais tu as des fermenteurs, tu as un club de sport qui a besoin de tant de bière. En plus, il veut une blonde de soif, pas trop compliqué, mais banco. C'est ça. Mais si tu fais des grosses IPA, si tu fais, ça va être un produit complémentaire. Il ne faut pas se leurrer. Ça a la possibilité d'être un produit de remplacement pour aller chercher une aromatique. Mais surtout sur les marchés sur lesquels on est aujourd'hui, où on veut aller chercher l'aromatique plus à chaque fois. Et quand tu as saturé ta bière de polyphénol et que tu peux plus en mettre, eh ben, va chercher ton hyperboost et ta bière va rayonner. Bah, puis Yakima, ils n'ont pas été mauvais dans cette affaire, dans le sens où ils ont habillé le truc. Tu vois, ils ont donné un nom. Parce que Spectrum, c'est plus vieux que ça. Puis, alors, Spectrum, c'est pas le même combat, mais c'est plus vieux. C'est surtout pas Yakima. Oui, mais justement, les premiers extraits qui ont eu un nom, c'était Spectrum, si je me souviens bien. Alors, c'est pas de l'extrait au CO2, on rappelle, c'est autre chose. À ambition d'aller chercher des brasseries un peu plus geeks et compagnie. Les tout premiers extraits, c'était des extraits amérisants, avec le CTZ qui était fait pour amériser. Et là, du coup, tu t'en foutais de l'aromatique. Ah oui. Ils allaient chercher juste des IBU. Et t'es précis. C'est super pratique. Et non seulement t'es précis, mais en plus t'avais donc cette amertume qui était calculée. T'avais pas les notes polyphénol. T'avais pas cette absorption de la joue que t'as même à 60 minutes. Et donc là c'était vraiment les premiers houblons. Et ça date déjà d'il y a 5-10 ans que ça existe. Mais du coup, là où ils ont été bons, c'est qu'ils ils ont donné un nom. Parce que tu vois, sur une canette, si ça avait été écrit extrait de Motueka ou extrait de Citra, je pense que ça aurait pas été le même combat déjà. Ça aurait fait tiquer les gens aussi. Heureusement qu'ils ont donné un nom à ça. Parce que là, honnêtement, parce que j'en reviens à ce qu'on se disait au début, c'est il y a beaucoup de gens qui critiquent l'utilisation d'extraits, qui sont souvent assimilés à des méthodes d'industriels. Je parle notamment de critiques qui viennent alors, peut-être pas du grand public, mais du consommateur geek qui se dit moi mon produit il doit être un peu quali, un peu élitiste, donc j'ai pas les extraits en opposition aux Indus. Voilà. S'il y avait en effet eu marqué extrait sur la canette, ça aurait certainement pas eu le même effet que maintenant avec Hyperboost ou Dynaboost, où je pense qu'il y a quand même une majorité des consommateurs qui ont aucune idée de ce qui se cache derrière. Bah ça c'est important par contre qu'ils sachent. Ils le voient comme un nom marketing, ils se disent c'est trop bien, c'est le dernier truc qui est sorti, c'est l'Hyperboost, j'en veux. Ou dans le même sens, quand tu mets cacao sur une bière et qu'il n'y a pas de cacao dedans, tu vas te faire tiquer, tu vois. Si tu mets Hyperboost avec du Citra et qu'il y a pas c'est que de l'Hyperboost,
bah, il faut que les gens comprennent que ce soit ça, tu vois. Pas parce que c'est négatif ou positif, c'est un nom, ça n'a pas de connotation, on s'en fout. Juste que si le mec il se dit, bah moi, je veux voir quel goût ça a, le pelé de citra ou la fleur de citra, bah que je puisse le savoir, tu vois. Oui, bien sûr. Et je reviens sur un point, je pense que c'est toi Louis qui en a parlé tout à l'heure, où tu as évoqué la centrifugeuse. Ouais. Donc là, on est purement sur dans le technique, l'outil technique matériel, mais qui vient aussi dans le même objectif d'avoir des bières avec des meilleurs rendements, des lisses, et ainsi de suite. Et je reviens en même temps à ce que je viens de dire à l'instant, c'est que pendant longtemps, il y a des brasseurs craft, et il y en a encore actuellement, qui ont eu comme ennemis ces méthodes de gros industriels, parmi lesquels maintenant on retrouve quand même pas mal de rapprochements et de similitudes dans les brasseries craft. Donc on parle des extraits. Alors même si j'imagine que Heineken met pas d'hyperboost dans sa bière. Non. Il y a peu de chance. Attention, à la prochaine. Ça n'a pas le même nom. La Pélican Hyperboost Edition, elle arrive là, ça va pas mal. Ça a bombardé mon pote. Mais entre ça, les centrifugeuses, les gros filtres Meura qui arrivent dans certaines brasseries et les extraits de houblon et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire, on va dire Est-ce qu'il y a un rapprochement, on va dire, des méthodes de production avec juste une différence d'échelle? Est-ce que l'industrie apporte à l'artisanat et vice-versa? Je pense que tu as aussi le côté innovation et qui va amener des technologies qui vont être de plus en plus accessibles à des brasseries de notre taille. Dans l'innovation, tu penses que qui entraîne qui? Est-ce que c'est justement l'industrie qui apporte de nouvelles choses qui ensuite sont dérivées dans j'ai jamais vu une brasserie craft qui a influencé Heineken. Mais cela dit, si maintenant tous les industriels sortent des IPA, c'est parce que les brasseries craft sont mis aussi. Parce qu'il y a une demande. Ça, c'est plus un consommateur qui se dirige. C'est pas parce que la brasserie a décidé de faire des IPA que les industriels se sont décidés de faire des IPA. Les crafts ont fait des IPA et les industriels ont vu qu'il y avait une perte de vitesse parce qu'il y avait cette demande et ils se sont fait en mettre. Donc, je pense que là, le coefficient, c'est plus le consommateur. Mais je pense que les innovations technologiques qui existent aujourd'hui sur les centrifugeuses, aujourd'hui, on a des centrifugeuses qui coûtent quand même 150 000 €. C'est pas une paille. Mais c'est quand même beaucoup moins qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc aujourd'hui, on peut s'équiper d'outils sur de la contre-pression en bouteille, en canette, en centrifugeuse. Et il y a des équipements qui existent qui sont rendus plus accessibles qu'ils ne l'étaient pas il y a quelques années. Et je pense que l'Asie a aussi beaucoup amené sur l'accessibilité de l'acquisition de l'inox et de beaucoup de choses. Donc il y a un marché... Avec les taxes. Oui, maintenant, avec les tarifs. Ça coûte un petit peu cher, mais oui. Mais je pense qu'on est sur un modèle économique aujourd'hui qui rend des technologies accessibles qui ne l'étaient pas avant. Oui. Puis même au-delà de ça, genre, tu remontes à la craft il y a 15 ans en France. Donc déjà, là, il y a 15 ans en France, c'était le balbutiement du balbutiement. Donc c'est des mecs dans leur garage qui commençaient à faire de la bière. Il y a 15 ans, le gauche n'existait pas. Ils avaient un autre travail, il n'y avait pas de problème. Puis ils ont monté leur brasserie. Puis 10 ans après, ils se retrouvent à... Ils étaient fâchés contre les centris, contre les extraits, contre tout ce que tu veux. Mais même les fûts inox. Moi, il y a 5 ans, on m'a dit tu fais de la bière en fût inox, c'est pas craft. Bah ouais, par rapport à la première question que tu as posée. Et tu dis, en fait, c'est pas craft. Ce qui est craft, c'est d'utiliser du plastique jetable. Ouais, voilà. Ça, c'est craft, mon pote. Parce que l'image du plastique, c'est craft. Et en fait, non. Et puis, à un moment, du coup, les mecs qui brassaient dans leur garage, ils ont monté les brasseries, ils sont 10 ans plus tard, ils se disent, mais à un moment, en termes de rentabilité, si je veux vivre aujourd'hui, j'ai pas le choix que de gagner 2 points de frein, 3 points de frein. Et ça va me l'énerver. Peut-être que du coup, ce que tu disais, cette vision qu'on avait il y a 10-15 ans, quand ça commençait à se monter, elle était erronée, en fait. Et elle était peut-être pas forcément erronée, mais elle était adaptée à l'époque où on n'avait pas l'accessibilité pour des petites brasseries à ce genre de technologie. Et donc, du coup, c'est facile de dire c'est des trucs d'indus parce que en fait, en tant que brasserie artisanale, tu peux pas te le payer, tu peux pas l'utiliser, ou c'est pas adapté à ton échelle. Mais si on rend ça adapté, qu'on fait des centrifugeuses que peuvent se payer des brasseries qui font 5000 hectos, si on fait des hyperboost et compagnie qui sont adaptés aux produits qu'on sort, au final, il n'y a plus vraiment de raison d'avoir cette méfiance. Après, faut veiller au grain, sauf quand tu veux faire du noir et blanc. De quoi? Quand tu veux faire du noir et blanc. C'est ça. Mais après, il faut quand même se méfier parce que du coup, plus on avance, plus tout est accessible et plus la limite, elle est fine. Tu vois. Pour moi, il y a une grosse limite quand même. C'est la pasto, tu vois. Si tu es serein, si tu es capable de gérer ton produit, si tu es serein sur ton produit, tu n'as pas besoin de pasto. En dehors des produits à risque, encore une fois. Quand on parle de sans-alcool, quand on parle ça y est, ça prend. Alors, j'ai un truc à dire, c'est des fois, toi, ton produit va être bien, mais tu vois, quand tu
contrôles pas l'environnement. Tu peux contrôler ton environnement jusqu'au départ usine. Tout à fait. Tu vois, et des fois, ça vient chez des distributeurs, c'est pas forcément réfrigéré. Il y a un clin d'œil qui vient de passer. Et des fois, ça va dans des caves pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les caves sont pas réfrigérées, les caves sont relativement chaudes. Là où tu n'auras pas de développement microbio à une certaine température sur une certaine période de temps, et ben Et là, je trouve que du coup, la limite est fine, on est d'accord. Ouais, ça joue à pas grand-chose. Je me permets de donner un avis aussi sur cette chose-là. En fait, on sait beaucoup en France sur les microbrasseries qui sont montées inspirées du modèle américain, parce que c'est de là qu'est arrivé la craft. Mais aux États-Unis, ils ont un système de distribution de la bière qui n'a rien à voir. Ouais. Et ils ont aussi une chaîne du froid qui est beaucoup plus ancrée dans leurs valeurs et aussi respectée. Et une distribution qui est beaucoup plus locale à l'échelle des États-Unis aussi, hein, bien sûr, mais où ils ont d'ailleurs un système de distribution qui est imposé, où la brasserie doit vendre à un distributeur qui vend elle-même à un caviste et compagnie. La brasserie ne peut pas vendre à un caviste, ou alors elle peut vendre que sur place à sa taproom et ainsi de suite. Et forcément, ça fait qu'il y a des marchés qui sont beaucoup plus contrôlés et régulés et adaptés. Et en fait, on est arrivé avec ces méthodes de production en France, avec un marché de distribution qui n'était pas du tout le même, où en France, la bière a toujours été considérée, puisque c'est comme produit industriel, comme un produit sec. Et au final, c'est dur de faire changer toute une logistique qui est bien huilée. Oui, puis mais aussi notre vision du vin. Mais le vin, tu le mets pas au frais en fait, parce qu'il a déstabilisé le vin en fait. Donc tu t'emmerdes pas. Et au final, puis il est brut, oui, c'est ça. Plus que la bière. Et puis au final, ta brasserie américaine qui va te faire des grosses pastry sour avec 60% de fruits, c'est pas grave, ça va pas fermenter, c'est en frigo toute la journée. Mais c'est inenvisageable en France. Non. Ou alors, tu fais tes fruits 100% fermentés, ou alors il faudrait une chaîne du froid, mais ce qu'on a pas. Comme les copains de chez Hectare, tu vois, que tu goûtes leur bière au cassis, et en fait, eux, ils ont des tanks de service. Ouais, c'est seulement sur place. Du fruit à la faire, tu vois, ça fermentera pas de toute façon. Mais c'est incroyable, du coup, ça fait des produits trop drôles, tu vois. Ouais. Mais oui, j'aimerais bien que maintenant on ait une chaîne de la craft complètement en froid en France, que tout le monde soit équipé. Pour les brasseries, nous, on serait quand même vachement plus serein. Et on en revient à ce qu'on disait, c'est que ce que disait Matt, c'est que actuellement, en tant que brasserie, à partir du moment où le produit sort de ta brasserie, t'as aucun contrôle sur ce qui va se passer. Mais même chez nous, on peut pas se réfrigérer tout notre bâtiment, nous. Si on devait stocker nos produits finis. Nous, on essaye, nous. On développe la brasserie pour éventuellement y arriver. On a fait rentrer cette année, en 2024, des conteneurs réfrigérés. Et l'idée, c'est d'avoir une chambre froide de 250 mètres carrés. Nous, aujourd'hui, on pourrait pas le faire. Tu vois. Mais aussi, pour faire un repas en arrière sur la centrifugeuse, c'est aussi des fois des éléments de production, des outils de production qui vont pas forcément changer autre chose que le temps de fabrication. Oui. Parce qu'une centrifugeuse, l'avantage principal d'une centrifugeuse, ça va être de réduire de 3-4 jours, des fois plus, ta garde. Oui, en séparant les résidus en suspension. Et généralement, une brasserie comme nous, où on n'a pas de centrifugeuse, on va arriver à densité finale. On va passer donc VDK pour être sûr qu'il n'y a pas de fougou, que les levures ont bien fait le travail de réabsorption du diacétyl. Et après, on va faire une garde. Donc, on va mettre la bière en froid. Ça va prendre 12 à 24 heures pour amener à 0 degré ou 2 degrés. Et après, on va soutirer les cônes pendant 3 à 4 jours, attendre 5 jours, 7 jours pour que la bière soit assez limpide. C'est classique qu'on bosse globalement. C'est ça. Voilà. Mais nous, on est tous habitués à bosser comme ça. Et une centrifugeuse, la bière, elle passe pas en froid. Elle est même souvent les grosses centri, chaude. Donc dès que la bière est ADF, ça passe VDK plus ou moins. Maintenant, ils le font un peu moins quand même parce que le problème, c'est que les centris, globalement, tu vas choper un peu d'oxygène quand même. Et plus t'es chaud, plus ça va être chaud. Mais c'est chaud. Ouais, c'est super, tu viens de dire, Louis. Pour l'oxy, c'est ça. Hein. Oui. Et donc, une fois que tu vas arriver à ta DF, tu vas pouvoir envoyer ta bière en centri, envoyer ta bière en cuve de garde, la refroidir, et le lendemain, pouvoir conditionner. Et tu peux gagner 4-5 jours sur une bière. Donc, quand tu as une petite brasserie en termes d'emplacement, d'espace, quand tu as un mètre carré qui est limité. Là-dessus, moi, je pense à O'Clock qui était chez eux. Hier. Alors maintenant, ils ont récupéré un local de stockage, qui n'était pas le cas il y a encore 1 an et demi, où c'était vraiment le bordel des trucs empilés dans tous les sens. Eux, pour continuer à pouvoir répondre aux besoins de leur clientèle, en plus qui était ultra locale, il y a un moment, il fallait passer par la centrifugeuse pour pouvoir continuer. Comme ça, qu'est-ce que tu veux répondre à O'Clock, tu vois, moi, surtout que la centri, c'est pas je pense pas que ça soit un sujet vivant que ça dans le milieu. Plus maintenant. C'est assez ok, tu vois. Plus maintenant. Il y a quelques années, je pense que t'as
beaucoup plus. T'aurais des filtres à levure que ça gueulerait un peu plus. Là, ça commençait à. Mais voilà, je pense qu'après, aujourd'hui, il faut rester ouvert, comme on l'est tous, sur les matières premières, sur les process, sur. Tu vois, on parlait d'ALDC il n'y a pas longtemps, sur des enzymes, sur des choses qui vont nous permettre d'amener le produit à un niveau qualitatif qui va représenter le mieux notre marque, le mieux notre bière. Mais exactement. Et si ça passe par de l'hyperboost, si ça passe par de la centrifugeuse, si ça passe par des enzymes, fais-le. Si tu retrouves ton produit, si toi, en tant que premier consommateur, tu aimes ce que tu brasses, fais-le. Si tu veux être en couleur et net, noir et blanc et flou. Non mais en vrai, et puis là, d'ailleurs, même dans nos discussions avec Matt, on se rend compte que genre, vu que c'est un truc pas qui me rebute, mais où ça m'intéresse pas particulièrement, je m'y connais vachement moins. La LDC, c'est toi qui m'en a parlé, tu vois. Et il y a plein de petits détails comme ça où, en fait, vu que ma vision de la bière, c'est comme je la fais aujourd'hui, mais comme n'importe qui, en fait, toi, ta vision de la bière, c'est ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'on veut faire un produit qui nous plaît, on se renseigne peu ou pas assez, peut-être, surtout quand on est frein à ça, quoi. Au final, là, je vous ai mis dans une sorte de ring de boxe qui, au final, ça ressemble plus à une piscine à boules. On se fait des câlins, là. Mais en même temps, c'est logique parce que d'un côté, je sais que Louis est très réfractaire à ces technologies-là, là où toi, Matt, tu l'utilises au quotidien en étant membre et seul et unique membre du programme FWD en France. D'un autre côté, on enregistre ça alors qu'on fait une collab aujourd'hui parce qu'on sait qu'on a plein d'affinités et qu'on s'entend bien. Il y a des valeurs communes. C'est logique qu'il y ait un débat pas si. Parce qu'il n'y a pas un non-dit non plus, tu vois. Matt, il va pas le planquer sur sa canette, il a mis de l'extrait. Et même le truc qui met le plus en avant. C'est très bien que tu me dises ça, Louis, puisque c'est exactement une des dernières choses que je voulais évoquer. C'est, et tu en as un peu parlé toi, plus tôt, c'est la transparence. Comment garantir une information claire et transparente aux consommateurs? Est-ce que, en fait, c'est pas aussi ça, du coup, la clé du truc. À partir du moment où tu utilises ces produits-là et que tu le mets en avant, en fait, t'as aucun problème, aucun filtre. Parce que tu vois, Matt et moi, on n'a pas la même vision de la bière. Il va utiliser, tu veux. Non, mais c'est juste que c'est marqué dessus en fait. Featuring Hyperboost, quoi. Featuring Hyperboost, et même si tu regardes, si je dis pas derrière dans les ingrédients, tu marques très bien que tu as toutes tes variétés différentes. Oui, déjà, tu marques tes ingrédients, toi. Tu vois. Et même, comme en plus c'est une bière du programme FWD, tu as même une petite explication de ce que c'est le programme et pourquoi tu as utilisé l'Hyperboost, ce que ça apporte et ainsi de suite. Donc au final, le niveau de transparence, je pense que là t'es béton. Et on a même aussi essayé de pousser le truc sur les réseaux pour ceux qui ont le temps ou la volonté d'aller sur Insta, Facebook, etc. On a même mis les vidéos pour expliquer ce qu'était une pipa, parce que c'était quand même pas garanti. Et surtout d'expliquer ce qu'était l'Hyperboost de manière à ce que les gens comprennent les avantages, les inconvénients que ça peut avoir. Oui, puis même le pourquoi tu as voulu le bosser. Et pourquoi, ouais. Et le programme FWD aussi. Moi, ce qui m'embêterait, tu vois, c'est que demain, on est en salon, on a 2 bières, il y a un mec qui va venir me voir et dire, lui, c'est marrant, sa bière, c'est 2 Single Hop Citra, tu vois, c'est écrit Single Hop Citra dessus. Ce qui se fait maintenant aujourd'hui, en fait, c'est un peu ce que tu fais, Single Hop Simcoe, c'est un peu ça, tu vois. Et il va me dire, mais toi, ta Single Hop Citra, elle a moins de goût que l'autre. Ah bah oui, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas mis la même chose dedans, tu vois. Là, il y a un problème, c'est que l'autre, en face, il l'a masqué un peu, c'est pas normal. Il y a un truc, on en a jamais parlé ensemble, j'en parlais la première fois, mais je sais qu'on parlait de faire des bières à un moment et on avait dit, tiens, on va mettre tel houblon en T90 et en cryo. Ouais. Pour moi, c'est une bière que j'aurais appelée Single Up. Parce que c'est une variété déclinée sur plusieurs technologies. Ouais, mais pour moi, il faut que ce soit précisé. Et toi, t'en viens là à dire, oui, alors bien sûr, dans la liste des ingrédients et compagnie, mais si dans les ingrédients, il y a marqué Citra T90, Citra Cryo, moi, sur la façade, s'il y a marqué Single Up IPA, ça me dérangerait pas. Oui, tant que c'est précisé, moi, ça me dérange pas. Mais comme mais tu vois, toi, de l'arôme, tu veux faire... Tu mettais un peu plus de distinction entre Single Up et une bière qui utilise un houblon. Mais si tu marques que ça, parce que moi, il y aura marqué que ça, logique, il y a que ça. Ça me dérange plus. Tu vois, par exemple, pareil, je fais un IS frangipane. Oh tiens. Non, dis pas trop. Et les frangipanes, je pense que c'est chiant, on va en chier, tu vas faire de la frangipane. Mais si je fais ça, et que derrière, il y a un mec qui fait pareil, mais qui met de l'arôme de frangipane derrière, lui, forcément, ça va être un poil plus simple. Il faut juste doger ton arôme, quoi, en gros. Mais qu'il le masque un peu, qu'il le met pas en avant, qu'il est pas honnête là-dessus, que c'est pas écrit sur la canne, parce qu'on rappelle que sur la bière, ce n'est pas obligatoire de marquer les ingrédients. On n'est pas obligé de le faire. S'il le met pas en avant, par contre, à partir du moment où tu commences à mettre frangipane, alors là, c'est là qu'il y a aussi une. C'est tricky. Il y a un flou. Petit flou, ou alors. C'est pas censé être flou, hein. Ouais, c'est ça. Nous, on s'en fout, mais. Ouais, je pense que les gens s'en foutent. À partir du moment où tu mets IS frangipane, la frangipane étant un des ingrédients, tu devrais normalement décliner tous les ingrédients. À partir du moment où tu mets un ingrédient, tu mets tout. Et dire, ma bière, je fais une super Neipa avec du
houblon Citra, bah t'as dit qu'il y avait du houblon dedans, t'es obligé de mettre levure, CO2. Et voilà, et c'est ça, c'est que c'est une liste exhaustive. Ton CO2. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, la répression des fraudes, ils nous ont dit, enfin je dis il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3 ans, ils ont fait le tour des brasseries pour dire maintenant, si vous êtes en isobaro, donc que vous ajoutez du CO2, vous devez mettre CO2 dans les ingrédients. Et moi je trouve ça top, c'est honnête. Parce que la refermentation de l'isobaro, c'est pas pareil. Et même si c'était pareil, globalement, le consommateur, il a le droit d'être au courant que c'est pas la même chose. Parce que la fermentation, t'as des problèmes que t'as pas en isobaro. Pour revenir à un truc que tu dis sur le single hop, ce qui est bizarre, c'est que les houblons, c'est un produit terroir. C'est un produit d'une ferme à une autre, d'un état à un autre. C'est vrai qu'on précise pas. Ça va être énormément différent. On en a un peu parlé justement dans l'épisode avec Yakima, où justement on disait, est-ce que, vu que Yakima Chief a des fermes un peu partout aux États-Unis, et qui travaille aussi en collaboration avec d'autres fermes dans d'autres pays pour importer des houblons, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils vont se dire, bon voilà, nous on a nos variétés de houblons, on a notre savoir-faire, on va implanter des fermes un peu partout dans le monde pour éviter justement ces coûts de transport et compagnie. Non, parce que le terroir est trop important. Le terroir et faire pousser ton Citra en Alsace, bon, il aura peu de chance. Pourquoi pas, mais ça sera autre chose, quoi. C'est juste ça, c'est pas grave. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait aussi sur le cascade qui pousse maintenant un peu partout en Europe. Nous, on avait eu l'idée de faire une single cascade avec tous les cascades. Ce qu'il me disait, c'est que du coup, le cascade NZ est devenu tellement c'est tellement différencié sur l'aromatique qu'ils lui ont donné un nom à part. Oui, et donc, et même des fois, dans la même vallée, en fonction d'une ferme ou d'une autre, en fonction, et même des fois sur la même parcelle, si c'est récolté tôt ou tard. Mais comme le raisin, en fait. Exactement, mais c'est un produit vivant. Moi, je le dis en TTO que le terroir dans la bière, il est rarement sur l'orge, il est en général sur le houblon. Et donc, dans ce cas-là, je vous invite à aller écouter l'épisode sur le terroir dans la bière. C'est vrai. Qui n'est pas tout jeune, mais qui est intéressant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il m'est arrivé d'avoir des lots non sélectionnés de Mosaïque qui se rapprochaient d'un Citra, d'avoir des lots de Chinook qui se rapprochaient d'un Simcoe, d'avoir des lots de Cascade qui se rapprochaient d'un Centennial, ou du moins de l'idée que j'ai de cet houblon. Et hop, le pop. Et donc, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, tu vois, par exemple, là, donc, sur cette draft numéro 3, on a un Simcoe T90, un Simcoe Cryo, mais si tu regardes les Spiderweb que Yakima te passe, elles sont pas les mêmes. On est parti chercher avec notre cryo une aromatique qui est différente du T90. Pour que ce soit de la complémentarité. Complémentaire, exactement. Et par rapport au single hop, tu pourrais faire une single hop avec 3 lots de cryo différents. Voilà, dinguerie. Oh, l'idée génie. Et là, tu aurais une bière. La vendre. Personne va rien l'expliquer aux consommateurs sans gros. Et c'est pour ça que nous, des fois, ce qu'on essaye de faire, plutôt que de faire des single hop, c'est des single lots. Où tu as qu'un seul lot et tu mets en avant ce lot du parcellaire, exactement. Comme ça se fait maintenant dans les vins, dans le whisky, voilà. Et voilà, et donc c'est super intéressant. Et quand on arrive maintenant dans les sélections doublons, on me dit, bah écoute, ton Simcoe, traditionnellement, tu l'aimes early harvest, late harvest. Est-ce que tu veux un truc qui est récolté tôt ou tard dans la fenêtre? Bien sûr. Parce que des fois, c'est un peu plus pipicha, des fois, c'est un peu plus résineux. Ouais, tout à fait. Le mosaïque peut être un petit peu des notes de diesel ou des notes de blueberry. Et en fonction de tout ça, tu peux aller chercher sur cette parcelle, sur cette ferme. Et donc, c'est vraiment un gros kiff de pouvoir y aller. Et de se dire, de faire le rub. C'est vrai que là, tu vois toute la notion vraiment de terroir dans la bière. Et en général, on le fait pour nous parce que le consommateur final, il y a des chances que selon comment la bière a été stockée, tout ça, qui sentent que dalle. Voilà, on le fait beaucoup pour nous. Ou pour le brewpub. Mais ouais. Et là, ça, c'est le kiff. Non, mais moi, j'en ai pas. Pas encore. Moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais préparé. Je sais pas s'il y a d'autres sujets. Je pensais pas qu'on allait tenir autant de temps là-dessus. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord finalement? Est-ce que vous êtes copains, pas copains? Globalement, le résultat, c'est tant que c'est clair pour le consommateur et que chacun fait ce qu'il a envie de faire, faites pas chier le monde. Hein. Vous êtes d'accord sur le contenu, c'est juste que vous n'avez pas la même vision de comment on le fait. Encore, je suis pas sûr. Que toi, tu es d'accord avec tout ce qui a été apporté comme argument, c'est juste que toi, ça correspond pas à toi, ce que tu attends, à ta vision. Tout à fait. Exactement. Je pense que c'est pas encore une fois un produit de remplacement. Ça a sa place. C'est un outil
comme un autre. Comme tes températures d'empâtage, c'est un outil. Ta quantité d'eau à l'empâtage, c'est un outil. Ton hyperboost, de la balle de riz, voilà, c'est un outil. Utilise-le si tu en as besoin. Si tu es très content de ton produit sans ça, change pas. Eh ben, change pas. Et allez pas faire chier les brasseurs comme tu dis. Ouais, et, mais si tu veux te différencier, complexifier, élargir le panel de ta bière, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être testé. Ouais. Et on n'aurait pas fait partie du programme FWD, on l'aurait certainement pas testé aussitôt. Oui. Mais depuis que c'est rentré dans notre brasserie, eh ben, on en a constamment en stock. Okay. Pour ça, moi, je vous laisse tester. Oui, mais c'est vrai que le jour où ça sera vraiment indispensable, tu diras bon, allez. Ouais. Faut y aller peut-être. Moi ouais. Oui, quand toi, le marketing, tu vas me dire, mais si, sur la canette, on vend mieux. Je ferais, oh non. Je te le dis déjà, mais tu t'en fous. Oui, mais peut-être qu'un jour, je serai. Mais comme le cryo, hein, j'ai été convaincu par ça. Après, non, le cryo, mais comme l'hyperboost, du coup, tu rajoutes une couche aromatique supplémentaire, donc forcément, ça convainc, tu vois. Et même là, quand je goûte ça, ça convainc. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Oui, c'est super bien branlé, qu'est-ce que je te dise? C'est super. Après, voilà, moi, aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Surtout que on n'a pas la même expérience dans la bière non plus. Moi, c'est vachement plus récent. Moi, des variétés de houblon à explorer, j'en ai encore des dizaines et des dizaines. Oui, rien fait pour l'instant. On en revient aussi au background, quoi. Enfin, toi, Matt, t'as vécu aux États-Unis, t'as brassé aux États-Unis, t'es peut-être beaucoup plus influencé par je sais pas, un côté un peu plus avant-gardiste ou sur les méthodes de production. C'est assez... en fait, moi, ça m'étonne pas quand je vois que tu es le programme FWD en France, parce que ça fait sens. T'es peut-être un des plus américains des brasseurs français, tu vois. Donc, probablement. Puis nous, on y est 3-4 fois par an aux États-Unis. Voilà. Oui, en plus. Donc, tu vois, la semaine dernière, on a visité, il y a 10 jours, on a visité 13 brasseries en une semaine, quoi. Tu vois. Donc c'est cool, on était à Austin, on a j'ai fait... pas dormi. C'était pas le but. Ce que j'ai picolé. Non, mais tu vois, ils ont des programmes lager qui n'existent pas chez nous, ils ont des IPA qui prennent une dimension, mais encore différente. Et c'est vrai qu'on a cette volonté, nous, d'avoir un peu un œil là-bas et de goûter ce qui se fait pour être un pionnier ici. C'est drôle parce que au début, alors peut-être que ça a vocation à changer, à s'élargir un petit peu, mais Artisan Ale, c'est quand même la brasserie qui est implantée au milieu de la Touraine à Amboise, qui vend 95% de sa prod autour de la brasserie, et au final qui est une des plus avant-gardistes de France et qui pourrait répondre le plus aux adhérents. Je sais pas si toi, ça fait partie des choses que tu entends quand tu dans le milieu pro français avec les autres brasseurs est-ce que tu es considéré peut-être comme un avant-gardiste justement, ou quelqu'un qui peut apporter au moins des conseils sur l'utilisation de ces nouvelles méthodes, ne serait-ce que en étant part du programme FWD, je sais pas, est-ce que je sais pas si c'est assez connu en fait. Ouais, je sais pas, est-ce que Fauve débarque en disant putain ça a l'air cool le hyperboost, mais comment ça marche? Alors on a des contacts avec Fauve fréquemment et c'est un exemple. Oui, et je pose des questions à Cyprien. Aussi, tu sais. Autant. Alors non, j'ai pas de contact avec eux. Mais non, mais on est. Il y a un mot qui est, encore une fois, je suis désolé d'utiliser du franglais. C'est très très grave. Il y a le de droite, moi je rappelle. Merci. Tu sais, tu as le mot en anglais qui dit infamous. Infamous, c'est connu ou reconnu dans un milieu. Et donc nous, le consommateur lambda, à Strasbourg, à Marseille, à Tours, ne nous connaît pas. Mais même à Tours, c'est chiant par contre. Ah si, à Tours, oui. J'espère quand même. Mais les brasseurs de Toulon, de Marseille, de Strasbourg nous connaissent. Et c'est assez fréquent d'avoir des questions de nos pairs, d'autres brasseurs sur des process, sur des matières premières, sur pas mal de choses. Ça, c'est un truc trop cool dans la bière. Hein, et c'est ça qui nous fait vibrer plus que notre bière soit bue nécessairement à Strasbourg. Oui. Parce que si ta production t'arrive à la passer à Tours, il n'y a pas de problème. C'est ça. T'as pas besoin de l'envoyer à Toulon. Par contre, si tu peux faire peut-être avancer des collègues sur la bière toulonnaise. C'est pour ça qu'on kiffe les salons, tu vois. Moi, c'est ce que je kiffe dans les salons, perso. Rencontrer le client, c'est cool. Et donc, donc on a un petit peu cette connexion avec des partenaires brasseurs, avec d'autres brasseurs de Touraine et en dehors, pour justement amener un petit peu des questions. Tu vois, le Nogaro, on parlait de ça dans les bières sans alcool. Et ben toi, on en a parlé un petit peu autour de nous et ça fait un peu effet boule de neige. Bah, surtout que là, c'est fertile en ce moment pour ça. C'est ça, oui. Donc tu vois, c'est un petit peu cette vision et cette ouverture à des méthodes, à des, tu vois, le deep hopping, tout ça, c'était pas dans les documents Yakima. Pourtant, maintenant, ça y est. C'est officiel, ouais. Et il fallait juste qu'on puisse être connecté, écouter des heures et des heures de semaines de podcasts français, mais pas que,
Et c'est pas moi qui t'ai appris comment faire du deep-popping. J'ai jamais vu un pelé de sa vie, celui-ci. mais tu vois, c'est tout ça qui, mis bout à bout, nous permet d'avoir des bonnes idées. C'est pas toujours les nôtres, mais on essaye de capitaliser dessus, quoi. Puis même quand on voit, moi j'ai l'impression que nos positions sont aussi vachement dépendantes de, comme tu disais, notre vécu. T'as plus d'expérience dans la bière que moi et t'as une éducation plutôt américaine. Oui. Alors que moi c'est l'inverse, j'ai pas beaucoup et j'ai une éducation plutôt belge et allemande de ma vision de la bière. Mon maître brasseur c'était un belge, j'ai bu des bières allemandes. J'allais dire toute mon enfance, c'est très grave, mais c'est le cas, tu vois. Et tu vas 4 fois aux États-Unis par an, moi je vais 4 fois en Allemagne par an, tu vois. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça dans notre vision de la chose. Dans notre ADN, c'est ce qui fait qui on est, quoi. Et comme d'autres brasseurs qui ont des visions plutôt de vignerons de leur travail de la bière. Ouais. Mais oui, du coup, on en revient. Chacun voit la bière comme il a. Comme il la boit. Le faire étant qu'il met. Oui, voilà. En vrai, c'est comme il la boit. C'est la bière pour nous avant tout. Tout le monde, enfin tous les brasseurs, toutes les brasseuses vont te le dire. Hein, on brasse avant tout pour. Alors pas moi parce que je brasse pas, mais pour répondre à nos goûts de la bière et à nos attentes, à ce qu'on aime, avant de brasser pour les autres. Ou alors quand tu brasses que pour les autres, en général, tu fais pas forcément le bon produit. Quoi. Tu le sens direct quand une brasserie fait ça pour les autres, qui copie le marché et qui bombarde. Tu le sens direct. Voilà, on citera personne. Est-ce que non. Est-ce que vous pensez qu'on a fait un peu le tour du sujet? Est-ce qu'on peut compter les points? Ouais, parce qu'on a quand même fini par une analyse métaphysique de notre vision de la bière belge. Moi, je suis d'accord qu'on reste. Tu veux compter les points? Ouais. Égalité. Égalité, exactement. Mais l'hyperboost a gagné. Non. À l'aveugle, je dirais, oh, c'est vachement bon. Mais sans hyperboost, je dirais, oh, c'est vachement bon. Qu'est-ce qu'il brasse bien, dis donc. C'est trop bon. Bon, voilà. Cas, merci beaucoup, Louis, pour avoir vraiment pas fait beaucoup l'anti-débat. Ouais. En même temps, je l'avais prévenu. Non, mais merci de m'avoir reçu et puis merci de l'échange parce que c'est cool toujours comme intéressant. Je trouve ça trop intéressant. Vous n'êtes pas tabassé comme je l'attendais. Non, je l'attendais pas. Mais par contre, ça a été ultra constructif et j'aime beaucoup l'échange qu'on a eu. Il fallait dédrescher maintenant, donc on va pas se mettre sur la gueule avant. Ouais, j'adore ma machine. Et sur ce, merci à tous les deux, merci aux auditeurs et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Salut.